Un voile blanc. Une tache d'encre. Un vœu jamais prononcé. Bienvenue au mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. J'aime toujours voir où notre club mystère s'étend. Vos notes apportent tellement de chaleur dans l'obscurité. Le mariage devait être le point culminant de la saison sur la Riviera. Sous les somptueux lustres du château Verlaine, une propriété ensoleillée perchée sur les hauteurs de Nice. Mondains, artistes et petits aristocrates se rassemblaient dans leurs plus beaux atours et dans l'attente. La mariée, mademoiselle Célestine Montfaucon, héritière d'un empire maritime franco-belge, épousait M. Alan Brangouin, un poète diplômé d'Oxford, aux revenus modestes mais d'une lignée prestigieuse. Cette union promettait de mêler fortune et romantisme littéraire, et la liste des invités était étincelante, avec diplomates, éditeurs et quelques scandales discrets. Mais ce ne sont pas les vœux qui ont fait taire la salle. C'était le cri. Ce fut le moment où l'organiste frappa le premier accord. Un cri aigu et étranglé s'éleva de la suite nuptiale. Puis, le chaos. La cérémonie s'interrompit. Les invités se retournèrent et chuchotèrent, alarmés. La demoiselle d'honneur, mademoiselle Yvette Dutoit, pâle comme l'albâtre, descendit le grand escalier en titubant, serrant un voile dans ses mains tremblantes. Le voile, soit ivoire et dentelle ancienne, était taché d'une tache indéniable. Une tache noire, semblable à l'encre d'un stylo plume cassé, avait fleuri près de l'ourlet, en tourbillon chaotique. Mais le pire était le silence qui la suivait. Mademoiselle Montfaucon avait disparu. La porte de la suite nuptiale avait été verrouillée de l'intérieur. Lorsqu'elle fut finalement forcée par le régisseur et 2 valets de pied, la pièce révéla un tableau des plus troublants. Les fenêtres grandes ouvertes sur la brise marine, la longue robe de mariée en soie étendue sur le lit, sur le bureau voisin, un encrier ancien en argent, renversé. Le buvard était trompé. Un simple mot manuscrit, déplié et encore humide, se trouvait à côté. La note disait « Je ne peux pas. Pardonne-moi. » Dis à Alan que ce n'est pas sa faute. Mais la mariée était partie. Les heures qui suivirent n'apportèrent aucune précision. La police arriva de Nice, ratissant le domaine et ses falaises. Aucun signe d'effraction. Aucune lutte. La fenêtre, donnant sur les jardins en terrasse et la Méditerranée au loin, était haute de 3 étages, trop loin pour sauter et survivre, et pourtant personne ne l'avait vu sortir par l'escalier. L'encre sur le voile renforçait le mystère. Il avait été retrouvé par terre, légèrement piétiné, loin du bureau, suggérant qu'il avait été en mouvement. Certains invités murmuraient que c'était symbolique, un voile abîmé pour une mariée abîmée. D'autres murmuraient des choses plus sombres. Qu'elle avait été enlevée, peut-être. Ou pire, ce que personne ne contestait, c'était l'impact. En quelques heures, les fiançailles étaient rompues. Monsieur Brangouin, abattu et honteux, loua une chambre dans une pension privée d'Antibes. Madame Montfaucon, la tante impérieuse et tutrice de fait de la mariée, déclara que l'affaire était une tragédie personnelle indigne des journaux. Après 2 jours et sans piste, la police relégua l'affaire d'un enlèvement à une disparition volontaire. Ils ne trouvèrent ni corps, ni rançon, ni témoin. 2 semaines se sont écoulées. Et puis est venu le cadeau de mariage de Belgique. Il est arrivé dans un modeste colis brun, adressé simplement à Monsieur Hercule Poirot, Londres. La carte à l'intérieur portait les armoiries du château Verlaine et une note manuscrite de Madame Montfaucon elle-même. Monsieur Poirot, si la discrétion le permet et que votre emploi du temps le permet, nous serions honorés de votre présence au château Verlaine. Bien que le monde se contente de conclusions vagues, je ne peux dormir tant que de telles questions persistent. Célestine n'est pas du genre à fuir. Viens, ne serait-ce que pour me dire que j'ai tort. C.M. Poirot, qui était en train de se tailler la moustache lorsque le mot arriva, le lut 2 fois avant de le placer à côté de sa tisane intacte. Son expression était indéchiffrable, hormis un léger plissement des yeux, un signe connu seulement de ses proches. Un voile de mariée taché d'encre. Un mot signé mais sans explication. Une mariée qui disparaît non pas dans la nuit, mais juste avant le mariage. Ce n'était pas l'affaire qui l'intriguait, mais la contradiction. Et les contradictions, comme il le savait bien, étaient des invitations au meurtre. 3 jours plus tard, Hercule Poirot arrive au château Verlaine. Il descendit d'une voiture de location dans une tenue impeccable, costume gris impeccable malgré le voyage, chaussures vernies étincelantes et sa canne claquant rythmiquement sur la pierre. Ses moustaches,
ciré en pointe aristocratique, semblait s'incliner au rythme de ses pensées. Madame Montfaucon le rencontra dans le salon, la posture droite comme l'acier. C'était une femme d'une 60aine d'années, au visage à la fois hautain et tragique. À ses côtés se tenait un majordome austère nommé Rémy et une femme de chambre nerveuse qui ne pouvait s'empêcher de regarder l'escalier. Poirot s'inclina légèrement. « Madame, vous me faites un grand honneur. » Elle ne sourit pas. « Monsieur Poirot, je vous fais une faveur. » Il y eut un silence, tendu et digne. Poirot se dirigea vers la cheminée, inspectant une petite figurine en porcelaine, une mariée et un marié sur une balançoire, décorative et charmante, mais fissurée à la base. Il se tourna lentement. « Vous croyez que votre nièce ne s'est pas enfuie. Je sais qu'elle ne l'a pas fait. » « Très bien, » dit Poirot. « Alors, il faut poser la question que personne n'ose poser. Si elle ne s'est pas enfuie, où est-elle allée? Et surtout, à qui profite sa disparition? » Rémy toussa faiblement. Madame Montfaucon était assise. Poirot, le regard perçant sous son front courtois, ajouta doucement. « Et quelle est, madame, la signification de l'encre sur un voile de mariée? » Poirot passa sa première heure au château Verlaine en silence. Non par désintérêt, mais par une attention méthodique, presque respectueuse, aux détails. Il arpenta lentement les couloirs, observant la disposition des vases, l'usure des tapis, le lustre poli de la rampe. Il ne posa d'abord aucune question. Il écouta simplement la maison, l'air, le rythme des pas. Il remarqua quelles portes portaient des signes d'ouverture fréquentes, quels recoins semblaient fraîchement nettoyés, et quels domestiques détournaient les yeux à son passage. Ce n'est que lorsque le thé fut apporté, servi dans une délicate porcelaine de Limoges, avec des tranches de citron disposées en parfait croissant de lune, qu'il parla enfin à nouveau. « J'aimerais voir la liste de tous ceux qui étaient présents le jour du mariage, » dit-il d'un ton doux. Y comprit le personnel. Madame Montfaucon, assise sur le canapé avec son chien à moitié endormi à côté d'elle, fit un signe de tête à Rémy. « Vous le trouverez dans le registre des invités en argent dans le bureau, Poirot, » dit-elle. « Il est classé par ordre alphabétique, mais les domestiques sont inscrits sur un folio séparé. J'espère que vous trouverez notre maison bien rangée. » L'ordre, dit Poirot en remuant délicatement sa tisane, est un luxe souvent ruiné par les secrets. Voyons comment se porte votre maison. Le bureau était lambrissé de noyer et sentait vaguement la fumée de cigares et la lavande pressée. Poirot s'assit au bureau et ouvrit le registre. La liste des invités était impressionnante. Une comtesse hollandaise, un éditeur américain, un amiral marseillais à la retraite, un pianiste hongrois, un banquier local et sa femme. Plusieurs noms se détachaient, non pas par ce qu'ils disaient, mais par ce qu'ils ne disaient pas. Poirot remarqua les omissions, les noms ajoutés à la hâte, d'autres barrés. Il haussa un sourcil. Alors qu'il tournait la page des domestiques, on frappa légèrement à la porte. Elle s'ouvrit avant qu'il puisse répondre, et une jeune femme entra avec une grâce hésitante. « Monsieur Poirot ?» demanda-t-elle. Il se leva doucement. « Oui, mademoiselle. Je suis Léonie. J'étais la femme de chambre de mademoiselle Célestine. » Ses mains étaient serrées devant elle. « Je sais qu'ils ont tous déjà parlé à la police, mais personne ne m'a vraiment interrogé. J'ai pensé que peut-être vous souhaiteriez entendre. » « En effet, » dit Poirot en désignant la chaise en face. « Commençons par le voile, voulez-vous ?» Léonie était assise, les yeux rivés vers la fenêtre. Il était posé sur le lit ce matin-là, avant l'arrivée du coiffeur. Je m'en souviens très bien, tout était parfait. Pas un pli. Il venait de la mère de madame. Je l'avais défroissé moi-même. Et l'encre? Je vous jure, monsieur Poirot, elle n'était pas là quand j'ai quitté la pièce. Je l'aurais vue. Elle était blanche, si blanche qu'on aurait même pu en voir une goutte. Je suis descendu chercher les fleurs pour son bouquet, et à mon retour, eh bien, c'était le chaos. Mademoiselle Yvette avait trouvé la pièce fermée à clé. Était-il normal que la porte soit verrouillée? Léonie secoua la tête. Pas à cette heure-là. Mademoiselle ne fermait jamais sa porte à clé le matin, sauf pour s'habiller. Poirot marqua une pause. Et elle l'était? Non. Elle était encore en robe de chambre quand je l'ai quittée. Le regard de Poirot s'aiguisa. En es-tu certain? Je le suis. Elle a dit qu'elle voulait revoir la lettre de sa mère. Elle la gardait dans son secrétaire. Une lettre écrite avant sa mort. Sentimental, murmura Poirot. C'est souvent la porte d'entrée vers l'action décisive. Léonie se mordit la lèvre. Monsieur Poirot, vous la croyez morte?
La réponse de Poirot fut lente et prudente. Je pense qu'elle n'est pas là où on l'attendait. Et ça, mademoiselle, c'est toujours un indice. Lorsque Léonie fut partie, Poirot reporta son attention sur le registre et commença à dresser une liste, sa propre liste, de ceux qu'il souhaitait interroger personnellement. À l'heure du dîner, les invités restés au château Verlaine, ceux qui étaient restés pour aider la famille ou par obligation, furent convoqués au salon. Ils arrivèrent d'humeur chaotique. Le banquier, M. Durand, vif et sans sentimentalité, le pianiste, Signor Bellini, le regard sombre et la main au long doigt tirant sans cesse sur sa manchette. La comtesse, Madame Van Rensselaer, drapée de voile et vêtue de noir, bien qu'elle n'ait jamais rencontré la mariée avant les fiançailles. Yvette Dutoit arriva la dernière, pâle et pincée, les yeux cerclés de rouge. Poirot se tenait debout lorsqu'ils entrèrent, sa posture impeccable. « Mesdames, messieurs, » commença-t-il en s'inclinant légèrement, « je vous remercie de votre indulgence pour cette petite intrusion. Je crois comprendre que les 2 dernières semaines ont été très pénibles. » Le banquier renifla. « Que voulez-vous savoir qui n'ait pas déjà été décortiqué par les gendarmes? Seulement ce qui a été oublié. Voyez-vous, je ne cherche ni sang ni empreinte digitale. Je cherche le mobile. La contradiction. Les petits faux pas qui révèlent la vérité. » Il se tourna, laissant son regard se poser un instant sur Yvette. « Commençons par le moment où le voile a été découvert. Mademoiselle Dutoit, qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans la suite nuptiale? » Les mains d'Yvette s'agitaient sur ses genoux. Je vérifiais Célestine, elle était restée très silencieuse ce matin-là. Elle n'a pas répondu quand j'ai frappé. J'ai appelé, mais il n'y avait aucun son. J'ai paniqué. J'ai essayé la poignée, elle était verrouillée. Puis j'ai vu quelque chose de blanc sous la porte. C'était le bord du voile. Je l'ai tiré et j'ai vu l'encre. Elle cligna rapidement des yeux. J'ai crié. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Et le mot? Demanda Poirot. Il n'était pas là à ce moment-là. Pas quand j'ai crié. Je ne l'ai vu que plus tard, quand la police est arrivée. Sur le bureau. Les invités murmurèrent à ces mots. Poirot, cependant, hocha la tête d'un air pensif. Curieux, dit-il. Et vous, signor Bellini, qu'avez-vous entendu? Le pianiste haussa les épaules. Des cris, puis des courses, et puis plus rien que la confusion. Je suis descendu alors que d'autres montaient déjà en courant. Quelqu'un est descendu, tôt? Demanda soudain Poirot. Bellini fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Avant le cri. Quelqu'un descendait les escaliers seul? Il y eut un silence. Madame Van Rensselaer inclina la tête. Maintenant que vous en parlez, je me souviens avoir vu l'amiral. Admiral Jewett? Elle hocha la tête. Oui, il se dépêchait d'entrer dans les jardins. J'ai supposé qu'il fuyait la cérémonie. Poirot en prit note discrètement. Madame, dit-il, vous avez l'œil vif. Puis, enfin, il se tourna vers Madame Montfaucon, qui avait suivi l'entretien avec la sérénité tendue d'une femme habituée à commander. Puis-je voir la lettre de sa mère, madame? Elle hésita, une seconde de trop. Oui, bien sûr. Poirot capta l'étincelle. Une chose subtile, mais réelle. Il n'a donné aucun signe de jugement, seulement un sourire courtois. Je visiterai la chambre ce soir, dit-il. Et demain matin, je demanderai à toutes les personnes présentes le jour du mariage de rester disponibles pour une conversation plus approfondie. Je m'intéresse particulièrement aux portes verrouillées, aux pas descendants et à la nature précise de l'anxe. Le salon retenait son souffle. Poirot se tourna pour partir. Derrière lui, la mer murmurait doucement contre la falaise, comme si elle faisait écho à ses pensées. Poirot monta l'escalier avec la prudence d'un homme qui avance dans ses souvenirs plutôt que dans l'espace. Ses chaussures ne firent aucun bruit sur l'épais tapis. Arrivé à la suite nuptiale, il s'arrêta sur le seuil, la main sur la poignée, et ferma les yeux un instant, se reconstruisant. Le cri, la porte verrouillée, le voile taché d'encre tiré sous l'ouverture, la fenêtre grande ouverte, le mot laissé derrière. Il ouvrit la porte et entra. La pièce avait été préservée, du moins c'est ce qu'affirmait Madame Montfaucon. On ne devait rien toucher avant que tous les mystères soient révélés. Pourtant, l'œil perçant de Poirot remarqua les endroits où la poussière avait été soulevée. Sur le bord du bureau, le coin du cadre du lit, le pied du tabouret de la coiffeuse. Ce n'était pas que les choses avaient été altérées par malveillance, mais que quelqu'un était revenu ici après coup. Peut-être pour pleurer. Peut-être pour se souvenir. Peut-être pour une toute autre raison.
Il se dirigea d'abord vers le bureau. L'encrier avait été remis en place, mais la tache sombre subsistait. Le buvard était encore humide en son centre, la plume de travers, comme tombée à la hâte. Poirot se pencha, inspectant les fibres du papier sous le buvard avec une petite loupe. Puis, délicatement, il sortit la feuille de papier pliée à côté. « Je ne peux pas. Pardonne-moi. » dit à Alan que ce n'est pas sa faute. Il lut les mots à voix haute, à voix basse, non pour en saisir le sens, mais pour en saisir le ton. L'écriture était dépourvue d'émotion. Elle était élégante, certes, mais dénuée d'hésitation. Ce n'était pas l'écriture d'une femme en détresse. Il remarqua également qu'elle ne correspondait pas à l'écriture ronde et légèrement penchée qu'il avait trouvée dans une enveloppe abandonnée adressée à mademoiselle Montfaucon, oubliée dans un tiroir. Il tapota le bord du billet d'un doigt précis. Un faux? Peut-être. Ou une mise en scène de la vérité. Il se tourna ensuite vers le voile. Il l'avait remis sur le lit, plié avec un soin presque cérémoniel. Il le déplia, étalant la délicate dentelle sur le couvre-lit. La tache d'encre près de l'ourlet était plus épaisse à un endroit, puis s'étendait vers le bas en un étrange arc de cercle, comme si le tissu avait été déplacé, peut-être même flotté dans l'air, alors que l'encre était encore fraîche. Poirot suivit le chemin dans son esprit. Du bureau au lit. Non, ce n'était pas le chemin. Du bureau au sol, jusqu'à la porte. Bien sûr. Quelqu'un avait pressé le voile contre l'encre, puis l'avait traîné ou laissé tomber près de la porte. Mais pourquoi? Il se redressa brusquement et se dirigea vers l'armoire. La robe était là, intacte, suspendue dans son fourreau en plastique. Un léger parfum de fleurs d'oranger s'y accrochait. Elle était trop parfaite, trop immobile, trop inutilisée. Poirot se tourna lentement au centre de la pièce, examinant les quatre coins, les lourds rideaux, le parquet, les coutures du papier peint. Puis, d'un geste rapide et silencieux, il se dirigea vers la fenêtre. La vue était spectaculaire. Une chute d'eau abrupte sur la mer en contrebas, encadrée par le bleu méditerranéen. Mais son attention n'était pas portée sur l'eau. Elle était portée sur le rebord de la fenêtre. Là, sous une lèvre de peinture blanche écaillée, il découvrit une petite tache sombre. Ni sang, ni encre. Serrage. Homme, probablement. Morte. Poirot haussa légèrement les sourcils. Il s'agenouilla et inspecta le rebord sous la fenêtre. De la poussière s'y dispersait selon un motif étrange, comme si quelqu'un s'était penché brièvement, non pas pour s'échapper, mais pour créer l'illusion d'une fuite. C'était l'idée de disparition, pensa-t-il, qui avait été si soigneusement élaborée, et non la disparition elle-même. Un coup frappé à la porte attira son attention. Rémi entra avec sa formalité habituelle. « Un message de madame, monsieur. La lettre que vous avez demandé à voir a été retrouvée dans le coffre-fort familial. » Ne correspondait pas à l'écriture ronde et légèrement penchée qu'il avait trouvée dans une enveloppe abandonnée adressée à mademoiselle Montfaucon, oubliée dans un tiroir. Il tapota le bord du billet d'un doigt précis. Un faux? Peut-être. Ou une mise en scène de la vérité. Il se tourna ensuite vers le voile. Il l'avait remis sur le lit, plié avec un soin presque cérémoniel. Il le déplia, étalant la délicate dentelle sur le couvre-lit. La tache d'encre près de l'ourlet était plus épaisse à un endroit, puis s'étendait vers le bas en un étrange arc de cercle, comme si le tissu avait été déplacé, peut-être même flotté dans l'air, alors que l'encre était encore fraîche. Poirot suivit le chemin dans son esprit. Du bureau au lit. Non, ce n'était pas le chemin. Du bureau au sol, jusqu'à la porte. Bien sûr. Quelqu'un avait pressé le voile contre l'encre, puis l'avait traîné ou laissé tomber près de la porte. Mais pourquoi? Il se redressa brusquement et se dirigea vers l'armoire. La robe était là, intacte, suspendue dans son fourreau en plastique. Un léger parfum de fleurs d'oranger s'y accrochait. Elle était trop parfaite, trop immobile, trop inutilisée. Poirot se tourna lentement au centre de la pièce, examinant les quatre coins, les lourds rideaux, le parquet, les coutures du papier peint. Puis, d'un geste rapide et silencieux, il se dirigea vers la fenêtre. La vue était spectaculaire, une chute d'eau abrupte sur la mer en contrebas, encadrée par le bleu méditerranéen. Mais son attention n'était pas portée sur l'eau. Elle était portée sur le rebord de la fenêtre. Là, sous une lèvre de peinture blanche écaillée, il découvrit une petite tache sombre. Ni sang, ni encre. Serrage. Homme, probablement. Morte. Poirot haussa légèrement les sourcils.
Il s'agenouilla et inspecta le rebord sous la fenêtre. De la poussière s'y dispersait selon un motif étrange, comme si quelqu'un, s'était penché brièvement, non pas pour s'échapper, mais pour créer l'illusion d'une fuite. C'était l'idée de disparition, pensa-t-il, qui avait été si soigneusement élaborée, et non la disparition elle-même. Un coup frappé à la porte attira son attention. Rémi entra avec sa formalité habituelle. « Un message de madame, monsieur. La lettre que vous avez demandé à voir a été retrouvée dans le coffre-fort familial. » Poirot prit l'enveloppe avec un hochement de tête en guise de remerciement. C'était un parchemin épais et jauni. L'écriture sur la couverture était indéniablement ancienne, fluide et maternelle. Il le lut lentement, prenant son temps. « Ma chère Célestine, il faut toujours se faire confiance avant de faire son devoir. Nous, les Montfaucon, connaissons trop bien le prix des apparences. Si jamais vous vous sentez lié à une voie que vous n'avez pas choisie, n'hésitez pas à faire preuve d'audace. Soyez sincère, même si la vérité déçoit les autres. Ta mère, astérisque. » Poirot plia la lettre et regarda une fois de plus par la fenêtre. Lorsqu'il descendit l'escalier, la nuit était déjà tombée sur le domaine. Le salon était silencieux, à l'exception du léger crépitement du feu. Yvette était là, seule, le regard perdu dans les flammes. Elle se retourna en l'entendant approcher, le visage pâle et incertain. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Poirot hocha légèrement la tête. La conscience peut être un réveil efficace. Elle le regarda fixement. « Je n'ai rien fait de mal. »« Peut-être pas, mais tu n'as pas dit tout ce que tu savais. C'est aussi un fardeau. » Yvette hésita. Puis, précipitamment, Célestine n'était pas elle-même ce matin-là. Ce n'était pas le stress. C'était autre chose. « Que veux-tu dire ?» Elle observait tout le monde. Pas nerveusement, mais comme si elle essayait de prendre une décision. Comme si elle avait un secret et qu'elle pesait le moment de le révéler. Poirot s'approcha. « Et l'a-t-elle révélé? À quelqu'un? » ?»« Je ne sais pas, mais elle m'a demandé, juste avant que je quitte sa chambre, « Tu crois qu'il me pardonnerait ?» Je pensais qu'elle parlait d'Alan. Mais maintenant, elle détourna le regard. « Je me pose des questions. » Poirot l'observa, non pas avec suspicion, mais avec une intensité tranquille. Puis il dit doucement, si elle craignait son pardon, alors elle avait des raisons de croire qu'elle avait quelque chose à lui avouer. Il se tourna pour partir. Lorsqu'il atteignit le couloir, il s'arrêta et jeta un coup d'œil en arrière. « Mademoiselle Yvette, qui a écrit la liste des invitations au mariage ?» Elle cligna des yeux. « Madame Montfaucon et moi. Ensemble. » Et y avait-il des objections à certains noms? Il y eut un silence. Madame a refusé d'inclure quelqu'un. Je ne sais pas qui. Elle a arraché le nom du brouillon et m'a dit de ne pas poser de questions. Poirot poussa un léger soupir. « Merci. Vous m'avez été d'une grande aide. » Dans sa chambre, Poirot se tenait devant le miroir. Il ajusta ses boutons de manchette, redressa sa cravate et se tapota légèrement la tempe. Le voile avait été mis en scène. Le message était falsifié, ou du moins suspect. La fenêtre, une mise en scène théâtrale. La mariée n'avait pas fui, ni été enlevée, du moins pas au sens où le monde l'entendait. Non, c'était quelque chose de complètement différent. Il sourit faiblement. « La comédie humaine, » he murmured. « How brilliantly you costume your truths. » Et le matin, il recommençait, non pas avec les faits, mais avec les sentiments. Car c'était l'émotion, et non les preuves, qui avait laissé sa véritable empreinte dans cette maison. Le lendemain matin, un silence gris se fit entendre contre les hautes fenêtres du château Verlaine. L'éclat habituel de la Riviera était terni par un voile de brume marine, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Hercule Poirot était déjà habillé lorsque la première cloche du jour sonna. Il prit son petit déjeuner seul dans le solarium, un café noir, une tranche de brioche et un demi-œuf à la coque, dévorés avec délibération et silence. À 8h30, il avait demandé la présence de l'amiral Jouvet. L'amiral arriva pile à l'heure, le dos raide et le teint rouge de soleil, une expression de légère contrariété dissimulant son imposante moustache. Il portait un blazer de marine et un mouchoir plié dans la poche de poitrine, d'une manière qui aurait impressionné même Poirot. « Je suis un homme de mer, monsieur », commença-t-il d'un ton bourru, avant même de s'asseoir. « Je ne suis pas un amateur de salon ni de ragots de mariage. » Poirot fit un geste gracieux vers le siège. « Et pourtant, amiral, vous vous trouviez présent à un mariage des plus singuliers.
Nul besoin de naviguer en mer Égée pour observer la nature humaine, n'est-ce pas? Jouvet resta assis, mais droit, comme s'il craignait que la détente ne suggère un sentiment de culpabilité. J'ai été invité par l'intermédiaire de Madame Montfaucon, la cousine de ma défunte épouse. Je suis venu pour la cérémonie, rien de plus. Poirot croisa les doigts. Et pourtant, on dit que vous avez été vu en train de descendre l'escalier peu avant que l'alerte ne soit donnée. Seul. Jouvet fronça les sourcils. J'avais mal à la tête. Trop de chaleur. Je suis allé prendre l'air sur la terrasse. Et pourtant, vous avez choisi de ne pas rester pour la cérémonie, même si elle n'était qu'à quelques instants. L'amiral se hérissa. La pièce était étouffante. Et l'atmosphère, tendue. Poirot pencha la tête. Tendue de quelle manière, monsieur? Jouvet hésita. Célestine était nerveuse. Elle l'était toujours, au milieu de la foule. Mais ce matin-là, elle était pâle. D'une pâleur inhabituelle. Tu lui as parlé? En passant. Je me dirigeais vers la bibliothèque et je l'ai trouvée seule dans le couloir. Elle semblait distraite. Quand je l'ai saluée, elle a sursauté comme si je l'avais surprise. Poirot se pencha légèrement en avant. Et elle a dit quelque chose? La voix de l'amiral baissa. Juste ceci. Parfois, une erreur en entraîne une autre. C'était tout. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, elle s'excusa et se dirigea vers la suite nuptiale. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement. Merci, amiral. Cela pourrait être plus utile que vous ne le pensez. Une fois l'amiral parti, Poirot demanda à nouveau Yvette. Elle arriva avec appréhension, s'attendant à un nouvel interrogatoire. Au lieu de cela, Poirot lui tendit la liste des invités. Il y a un coin déchiré ici, dit-il en tapotant le bord. Vous souvenez-vous du nom qui a été effacé? Yvette fixa la page. Je ne l'ai jamais vue écrite. Madame Montfaucon m'a dit qu'elle avait réfléchi à la possibilité d'inclure quelqu'un. Elle l'a arraché elle-même. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Non. Seulement que cela compliquerait l'atmosphère. Poirot réfléchit à cela. Puis il prit la liste et la compara aux noms inscrits dans le registre. Quelque chose, quelqu'un, manquait un fantôme entre les lignes. Au milieu de la matinée, Poirot demanda une audience auprès de Madame Montfaucon elle-même. Elle le reçut dans son salon privé du matin, assise près d'un bureau à plateau de verre, vêtu de gris acier et de perles. Son visage était calme, son regard lointain. « Monsieur Poirot, dit-elle sans préambule, avez-vous commencé à vous faire une opinion? » J'ai commencé, madame. Oui, répondit Poirot. Mais mon opinion n'a de valeur que dans la mesure où les vérités qu'on me donne sont vraies. Elle haussa un sourcil. Et tu crois que je te cache quelque chose? Je crois, dit Poirot avec délicatesse, que vous avez arraché un nom de la liste des invités. Un nom qui comptait pour mademoiselle Célestine. Peut-être plus que vous ne l'auriez souhaité. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour de sa tasse de thé. Elle était vulnérable, dit-elle finalement. Romantique. Trop facilement influencée par ses émotions. Ce n'est pas une critique, c'est simplement la vérité. Elle écrivait à un homme. D'avant Alan Brangouin. J'ai découvert ses lettres. Poirot ne dit rien. Il attendit simplement. Il s'appelait Julien Serre. Musician. Sans fortune, et pire encore, sans discipline. Il l'a rencontrée alors qu'elle avait à peine 20 ans et lui a insufflé musique, poésie et rébellion. J'ai intercepté une lettre qu'il lui avait envoyée, lui suggérant de quitter le domaine et de le rejoindre à Paris. Et elle a répondu. J'ai veillé à ce qu'elle ne le fasse pas. Je ne lui ai jamais montré la lettre. Je la croyais terminée. Elle est devenue plus calme, plus obéissante. J'apprécie Alan. Elle semblait satisfaite. Poirot la regarda avec un mélange de compassion et de censure. Madame, même l'obéissance a un prix. Croyez-vous que ce Julien Serre ne réapparaîtrait pas? Il a essayé d'assister au mariage. Il a fait savoir qu'il arrivait avec un quatuor se produisant à Nice. J'ai effacé son nom de la liste et demandé au personnel de ne pas l'admettre. Poirot se leva lentement. Et maintenant, voyez-vous, le voile commence à se lever. Car le tableau ne représente pas seulement une mariée disparue, mais une femme déchirée entre passé et avenir. Entre devoir et elle-même. Elle baissa les yeux. Tu crois qu'elle est partie avec lui? La réponse de Poirot fut douce. Pas encore. Mais je crois qu'elle avait prévu de le faire. Ou du moins, qu'elle comptait lui parler. Ce qui expliquerait la porte verrouillée et sa question à Yvette sur le pardon. Il la laissa en silence et retourna dans la suite. Cette fois,
Il chercha non pas ce qui était là, mais ce qui avait disparu. Et dans le tiroir du bas de la coiffeuse, il trouva un espace vide. Une petite entaille dans la doublure en velours. Circulaire. De la taille d'un miroir de poche ou d'une tabatière. Ou un médaillon. Poirot s'en Leone. À son arrivée, il ne lui posa qu'une seule question. Mademoiselle Célestine portait-elle ce jour-là des bijoux qui n'ont pas été retrouvés? Léonie hocha la tête presque instantanément. Oui, un médaillon en argent. Vieux. Elle le portait toujours. Même pour dormir. Décrivez-le. Ovale. Avec une fleur gravée sur la couverture. À l'intérieur, il y avait 2 photos, l'une de sa mère. L'autre, je ne l'ai jamais vue. Les yeux de Poirot brillèrent. Mais je crois savoir à qui c'était. Il la congédia doucement, puis retourna une fois de plus à la fenêtre. L'illusion du vol. L'encre, le voile, la note mise en scène. Tous signes non pas de désespoir, mais de maîtrise. Elle avait gagné du temps. Parler à quelqu'un en secret. Peut-être pour prendre une décision finale. Mais quelque chose avait interrompu ce plan. Ou quelqu'un. Et Poirot savait maintenant à quel moment précis il fallait prêter attention. L'heure entre le moment où Célestine avait été vue pour la dernière fois et celui où la pièce avait été cambriolée. Il lui fallait retrouver Julien Serre. Pas seulement parce qu'il aurait pu prendre la mariée, mais parce que, très probablement, il n'était pas censé le faire. Cet après-midi-là, Poirot mena une enquête discrète avec l'efficacité tranquille d'un homme maîtrisant l'art de la pression sans forcer. En 3 heures, il apprit que Julien Serre était bel et bien présent à Nice le jour du mariage. Un petit ensemble s'était produit lors d'un déjeuner privé à l'hôtel Le Dauphin quelques heures avant la cérémonie au château Verlaine. Serre avait été vu partant tôt, seul, sans son étui à violon. Poirot se rendit personnellement à l'hôtel, choisissant de ne pas envoyer de télégramme ni de domestique. À la réception, il fut conduit à la responsable des événements, une femme mince au regard froid et à la mémoire affinée par des années d'organisation d'événements prestigieux. « Oui, dit-elle sèchement, Monsieur Serre s'est produit ici. Il est parti avant le dessert. Il semblait agité. Je m'en souviens parce qu'il avait oublié son enveloppe de paiement et qu'il a fallu le lui rappeler. Est-ce qu'il a mentionné où il allait? Non, mais il a demandé son chemin pour aller au château Verlaine. On a cru qu'il bluffait. Ce n'est pas un endroit où l'on entre sans y être invité. » Poirot sourit poliment et la remercia. Alors qu'il sortait dans l'air du début de soirée, le soleil perçait enfin la brume, projetant un or pâle sur les toits. Il parcourut quelques pas vers la promenade et entra dans un café étroit qui surplombait la mer. À l'intérieur, à une table éloignée, était assis Julien Serre. Il ne jouait pas de musique, ni même n'écrivait. Il était assis seul, un café refroidi et une cigarette se consumant lentement entre ses doigts. Son allure était négligée, mais sans négligence, un peu comme celle d'un homme qui aurait appris à négliger les apparences par légitime défense. Poirot s'approcha doucement et se présenta. Serre ne sourit pas. « Je pensais que tu viendrais, » dit-il. « Un jour ou l'autre. Alors vous devez comprendre pourquoi je suis ici. »« Elle n'est pas morte, » dit aussitôt Serre avec urgence. « Je le saurais si elle l'était. Je le jure. » Poirot était assis, les mains jointes. « Vous avez essayé de la contacter le jour du mariage. » Serre eut un petit rire, presque amer. « J'ai fait plus que ça. J'ai essayé de la voir. J'ai attendu près du portail latéral du domaine. On se retrouvait là, il y a longtemps. Je me suis dit que peut-être, si elle avait changé d'avis. Tu n'as pas été admis? On ne m'a même pas salué. Un valet de pied m'a refoulé. Il avait l'air nerveux, comme s'il savait qui j'étais. Ou comme s'il avait été prévenu. » Poirot hocha la tête. « Cela correspond à ce qu'on m'a dit. Madame Montfaucon a arraché votre nom de la liste d'invitation. » Serre détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je lui ai écrit une lettre une semaine avant le mariage. Non pas pour interférer, mais pour lui laisser le choix. Un instant d'honnêteté, c'est tout ce que je demandais. J'ai dit que je serais là, et que si elle voulait me voir, elle savait comment. » Poirot l'observa attentivement. « Tu ne l'as pas vu? » Non. Sa voix se brisa légèrement. Mais j'ai senti que quelque chose clochait. Plus tard, quand j'ai appris sa disparition, j'ai pensé que c'était à cause de moi, qu'elle avait peut-être essayé de venir, et qu'il s'était passé quelque chose en chemin. Avez-vous vu quelqu'un d'autre au portail? Un mouvement inhabituel autour de la maison? Sarah secoua la tête. Une seule personne. Un homme, pas un membre du personnel.
Grand, costume gris, on aurait dit un invité. Il sortit par les jardins et resta un long moment au bord de la falaise. Puis il fit demi-tour et rentra. Les yeux de Poirot se plissèrent. Reconnaîtriez-vous cet homme? Je pense que oui. Il boitait légèrement, surtout au niveau de la jambe gauche. Il se déplaçait avec effort. Poirot le remercia et se leva. Vous avez été très sincère, monsieur. Une dernière question. Lui avez-vous donné quelque chose ce jour-là? Un message, un souvenir, un cadeau? Non. Mais je lui ai envoyé un petit médaillon la semaine précédente. En argent. Un cadeau que je lui avais offert il y a longtemps. Je lui ai demandé de le porter seulement si elle hésitait encore. Poirot inclina la tête. Elle le portait. L'expression de Serre changea, le chagrin et l'espoir se heurtèrent derrière ses yeux. Poirot retourna au château Verlaine, l'esprit en ébullition. Les pièces du puzzle ne se mettaient pas en place d'elles-mêmes, elles devenaient inévitables. Il demanda à Léonie de lui apporter le programme du mariage, imprimé mais jamais distribué. Les noms des mariés y étaient inscrits avec une précision formelle. Parmi eux, M. Alan Brangouin, marié. M. Charles Durant, témoin. Poirot a souligné le nom avec son ongle du pouce. Il n'avait pas encore parlé avec le témoin. En début de soirée, Durand grand, sûr de lui, avec une arrogance discrète propre à la haute société britannique, était assis en face de Poirot dans le fumoir. Il portait un costume à carreaux et tenait un verre de whisky avec une aisance trop soigneusement pratiquée. « Je me demandais quand tu me rejoindrais, dit-il. On suppose toujours que le témoin a quelque chose à cacher. » Poirot haussa légèrement les épaules. Seulement quand il boite. Durand se raidit un instant, puis rit doucement. Vieille blessure de rugby. Guérie depuis longtemps. Bien sûr. Mais pas le souvenir de la boiterie. Non? Le sourire de Durand s'éclaircit. Qu'est-ce que tu insinues? Que vous ayez été aperçu devant la maison le jour du mariage. Près de la falaise. Seul. À l'heure où mademoiselle Montfaucon a disparu. La voix de Durand baissa. Je ne lui ai pas fait de mal. Je n'aurais jamais. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, l'interrompit doucement Poirot. Mais peut-être en savez-vous plus que vous ne le dites. Voyez-vous, monsieur, tout dans cette affaire évoque le retard. L'interruption. Une femme, qui avait deux choix, aucun n'étant parfait, a tenté d'en choisir un en secret. Et ce secret a été entendu. La machoide de Durant se crispa. Alan est mon meilleur ami. Sais-tu ce que ça lui ferait d'apprendre qu'elle avait l'intention de s'enfuir avec un violoniste sans le sou? Alors peut-être, dit doucement Poirot, tu l'as confrontée. Peut-être as-tu essayé de la raisonner. Pour la retarder. Non pas pour lui faire du mal, mais pour donner à Alan le temps de comprendre. Durand n'a pas répondu. Poirot s'y pencha en avant. Est-elle tombée? Non, dit finalement Durand. Elle n'est pas tombée. Elle a couru. Elle s'est échappée par le chemin de traverse. J'ai attendu trop longtemps pour l'arrêter. Le temps que j'envoie quelqu'un inspecter la pièce, elle avait disparu. Poirot hocha la tête. Et donc, tu as aidé à arranger la fenêtre. Les volets ouverts. L'encre sur le voile. La porte verrouillée. Tout ça pour faire croire qu'elle s'était suicidée. Pour protéger ton ami. Durand ne dit rien. Poirot s'y leva. Merci. Ce sera tout, pour l'instant. À la sortie du salon, Poirot s'arrêta dans le couloir. Il toucha le médaillon dans sa poche, celui que Léonie avait trouvé abandonné dans la et après la dissipation du brouillard ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient deux portraits, la mère et Julian Sarah. Elle avait essayé de choisir. Et quelqu'un avait tenté de l'en empêcher. Mais la vérité, Poirot le savait, ne serait pas arrêtée. Seulement retardée. L'orage a éclaté juste après minuit, non pas du ciel, mais dans l'esprit d'Hercule Poirot. Alors que le silence s'installait au château, il s'assit seul dans la bibliothèque, le tic-tac de l'horloge de parquet rythmant ses pensées avec une précision solennelle. Il n'avait pas allumé le feu. La fraîcheur de la pièce lui convenait. L'ordre commençait à émerger du brouillard. Pas encore une résolution, mais la forme de quelque chose sous la surface. Il se versa un petit verre de crème de cassis et laissa la douceur l'envahir. Le médaillon, la fausse note, la porte verrouillée, la diversion de Durant, le désir impuissant de Serre. Et Célestine, le centre silencieux de tout cela, jamais revu, mais qui parle encore malgré son absence. Elle n'était pas tombée des falaises. Elle ne s'était pas jetée à la mer. Elle s'était échappée, ou avait tenté de le faire. Mais Poirot ne pouvait pas encore répondre à la question essentielle. Avait-elle été aidée?
ou arrêté. Le médaillon, retrouvé dans la haie, suggérait la précipitation ou la panique, pas la planification minutieuse d'une femme s'enfuyant tranquillement avec son premier amour. Et puis il y avait l'élément le plus négligé de tous, le timing. Combien de temps s'était-il écoulé entre le cri et l'ouverture de la porte? Trop long pour l'instinct, assez long pour la préparation. Il se leva de sa chaise et fit un dernier tour de la maison ce soir-là. Il était presque 1 heure lorsqu'il atteignit le fond du domaine, où le sentier des domestiques descendait vers la vieille cabane du jardinier, depuis longtemps désaffectée et partiellement dissimulée par les ifs. La plupart ne l'auraient pas remarqué. Mais Poirot avait l'habitude de remarquer ce que les autres ignoraient. La porte n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit avec précaution. Une bouffée d'air vicié l'envahit, chargée de poussière, de terre et d'autres choses, faibles et étranges. De l'eau de lavande. Non pas d'une bouteille, mais peut-être d'un mouchoir oublié. Il gratta une allumette et alluma la petite lanterne à l'intérieur. La pièce était à peine assez grande pour ranger une paire d'outils, mais quelqu'un était passé récemment. Des traces de pas dans la poussière. Une tasse de thé cassée dans un coin. Et dans l'ombre, à moitié cachée sous une couverture, une boîte à chapeau vide, portant l'étiquette d'une boutique marseillaise. Il n'avait pas besoin de voir le contenu pour comprendre. Un déguisement avait été utilisé. Célestine Montfaucon ne s'était pas enfuie en robe de mariée. Elle avait changé. Entre cette dernière conversation et le cri, elle avait ôté son voile, déposé sa robe et était devenue une autre personne. Elle avait disparu à la vue de tous, non par accident ni par violence, mais volontairement. Poirot revint à la maison juste avant l'aube et convoqua sans délai Madame Montfaucon. Elle arriva dans sa robe, l'expression dure comme la pierre, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle se versait un verre d'eau. « Elle est vivante » dit Poirot sans préambule. « J'en suis désormais certain. La seule question qui subsiste est de savoir qui l'a aidée et qui a tenté de l'arrêter. » Le verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Poirot poursuivit. « Vous vous êtes dit qu'elle s'était égarée. Que Serre était une menace. Que Charles Durand était un ami. Mais les personnes les plus dangereuses, madame, ne sont pas toujours celles qui nous poussent à fuir, mais celles qui insistent pour que nous restions. » Madame Montfaucon parlait à voix basse. « Je voulais seulement la protéger. » Poirot inclina légèrement la tête. « Et pourtant, tu as failli l'enterrer. » Elle s'affala dans le fauteuil près de la cheminée, soudain vieillie par les années. « Où est-elle? »« Pas ici, » dit doucement Poirot. « Pas encore. Mais je crois qu'elle avait l'intention de revenir quand ce serait sûr. Ce moment n'est jamais venu, car quelqu'un lui a barré le chemin. » Il tendit l'étiquette de la boîte à chapeau. Ceci a été acheté sous le nom de Mademoiselle Renard, un nom utilisé dans une lettre que Serre lui avait adressée un jour. Elle avait prévu un costume, un moyen de s'échapper. Mais quelqu'un a découvert le plan. Et au lieu de l'arrêter, ils ont monté un mensonge autour. Une fausse scène. Un mot. Une porte verrouillée. Pour que personne ne fouille. Madame Montfaucon resta immobile. Qui? C'est ce qui reste à prouver, dit doucement Poirot. Et pour cela, je dois parler à Alain de Brangouin. Le poète était resté largement dans l'ombre depuis sa disparition, enfermé dans une maison d'hôte à Antibes. Poirot avait tardé à lui parler, non par inadvertance, mais par mesure de retenue. Parfois, il ne faut pas toucher trop tôt à la corde sensible. Au petit matin, Poirot arriva sur la terrasse tranquille où Brangouin s'était réfugié. Il le trouva assis à une table jonchée de manuscrits, de cendres de cigarettes et de café non touchés. Poirot s'assit en face de lui et ne dit rien au début. Il se contenta d'observer les yeux du jeune homme injectés de sang, certes, mais pas creux. Il y avait de la douleur, de la confusion, mais aucune amertume. « Je l'aimais » dit enfin Brangouin. « Je l'aime toujours. Même maintenant. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, monsieur, la vérité la plus rare. La plupart des gens veulent comprendre. Rares sont ceux qui acceptent l'absence de réponse. » Brangouin se frotta le front. « Est-elle partie de son plein gré? » « Je crois que oui. Mais elle voulait d'abord te parler. Pour t'expliquer. Elle a laissé un mot, qui t'était destiné, mais qui a été remplacé par un autre. » Les yeux de Brangouin s'écarquillèrent. « Replace. Par quelqu'un qui voulait protéger votre fierté. Ou peut-être la sienne. » Il fit glisser le médaillon sur la table. Brangouin le contempla en silence. « Elle le portait ce matin-là, » dit Poirot. Cela signifiait qu'elle se souvenait encore de ses doutes, mais aussi qu'elle se souvenait de son cœur. Brangouin ne pleura pas. Au contraire, il se redressa.
Elle n'a jamais vraiment été à moi, n'est-ce pas? Poirot répondit avec compassion. Tu faisais partie de sa vérité. Mais pas toute. À son retour au château, l'air s'était éclairci. La brume avait disparu. Des oiseaux voltigeaient parmi les oliviers. Poirot réunit toute la maisonnée dans le salon, ceux qui restaient. Durant, Yvette, Léonie, Madame Montfaucon. L'amiral était déjà parti, sa présence étant désormais inutile. Brangouin les rejoindrait bientôt. Il se tenait devant eux, les mains derrière le dos. Mademoiselle Célestine Montfaucon n'est pas morte, dit-il. Elle a fui son propre mariage, non par honte ni par scandale, mais par liberté. Elle a été aidée en partie par une personne compatissante. Peut-être Léonie, peut-être Yvette. Mais son plan a été dévoilé. Et quelqu'un, par amour, par peur ou par volonté, l'a remplacé par un mensonge. Il se tourna vers Durand. Vous l'avez vu. Vous avez essayé de la retarder. Vous lui avez demandé de reconsidérer sa décision. Mais quand elle vous a échappé, que s'est-il passé ensuite? Durand regarda le sol. J'ai paniqué. J'ai cru qu'Alan s'effondrerait si elle disparaissait. Alors j'ai mis la pièce en scène. J'ai utilisé l'encre. J'ai trouvé le voile. Je ne pensais pas que ça durerait. Juste assez pour nous laisser le temps de nous expliquer. Poirot s'approcha. Mais ce que tu as créé n'était pas une protection. C'était une disparition. Et cela a transformé son choix en scandale. Durand ne dit rien. La pièce était silencieuse. Madame Montfaucon se leva lentement. Peut-elle revenir? Le regard de Poirot était fixe. Si tu laisses sa vérité subsister, et non enfouie sous la tienne. Il se tourna vers la porte tandis que des pas résonnaient dans le couloir. Brangouin entra, portant le médaillon. Derrière lui, juste à l'extérieur, une silhouette attendait au soleil. Mince, pale, posée, Célestine. Célestine Montfaucon franchit le seuil comme si elle entrait dans une autre version de sa propre vie. Sa silhouette était plus fine qu'auparavant, ses pommettes légèrement plus marquées, mais son assurance était indéniable. Sa robe était simple, ses cheveux simplement coiffés, et pourtant rien en elle ne semblait diminuer. Au contraire, elle avait gagné quelque chose depuis sa disparition, une stabilité, peut-être, née d'une décision enfin prise, non influencée par les autres. Au début, personne ne parla. Le silence était comme un tissu tendu, sur le point de se déchirer. La main de Madame Montfaucon se porta à sa gorge, comme si elle voyait un fantôme. Alan Brangouin resta figé, le médaillon toujours serré entre ses doigts. Charles Durand détourna le regard. C'est Poirot qui a rompu le silence. « Bienvenue, mademoiselle, dit-il chaleureusement. Nous avons gardé votre place près du feu. » Ses yeux se posèrent sur lui, puis sur sa tante. « J'ai bien reçu ta lettre, dit-elle d'une voix claire mais douce. Je ne m'attendais pas à un pardon. Ce n'est pas le pardon que j'ai demandé, répondit Madame Montfaucon en se levant avec raideur. Seulement la compréhension, même si je crains de ne mériter ni l'un ni l'autre. Célestine Essavanka, le regard fixe. Alors, peut-être pourrons-nous recommencer toutes les deux. Madame Montfaucon se rassit lentement, son visage habituellement impénétrable s'adoucissant sous l'effet de la fatigue. Elle n'ajouta rien. Poirot fit un geste doux vers les autres. Pourriez-vous nous accorder quelques instants? Je crois que certains mots sont mieux prononcés sans public. La pièce se vida à contre-cœur, bien que Brangouin s'attardât encore un instant. Lorsque leurs regards se croisèrent, Célestine lui adressa un petit sourire triste. Il le lui rendit sans amertume, seulement avec la lucidité naissante et tranquille d'un homme qui avait enfin compris ce que n'était pas l'amour. Puis la porte s'est fermée, et il ne restait plus que Célestine et Poirot. Elle s'assit sur le bord de la chaise, joignant légèrement ses mains sur ses genoux. « Tu le savais avant mon retour, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Poirot inclina la tête. « Je savais que tu n'avais pas disparu. Je savais que tu avais choisi de partir, mais quelque chose dans ton plan a été interrompu. Un déguisement jeté à la hâte. Une fenêtre s'est ouverte théâtralement. Le voile, taché et égaré, non pas par ta main, mais par celle d'un autre. » Elle hocha la tête, sans surprise. J'ai demandé de l'aide à Yvette. Elle était la seule en qui j'avais confiance. Léonie ne savait rien. Je lui ai dit que j'allais me promener pour me calmer. Mais je m'étais déjà changé dans la cabane du jardinier. Yvette devait retourner dans la chambre, simuler une brève absence assez longue pour les laisser deviner, puis me retrouver dans l'oliveraie avec mon sac. Mais elle a paniqué. Lorsqu'elle a trouvé la porte verrouillée, Charles avait dû le faire. Elle a crié au lieu d'attendre.
Et là, tout a dégénéré. Poirot se pencha en arrière, les mains jointes. Il voulait protéger Alan. Je sais, il a intercepté une lettre de Julien. J'imagine qu'il n'était pas difficile de deviner ce que je préparais. Mais je n'avais jamais eu l'intention de provoquer un tel drame. Elle eut un petit rire triste. Je voulais juste partir discrètement, pas humilier qui que ce soit. Mais les secrets ne restent pas indéfiniment silencieux, mademoiselle. Et leur écho est souvent plus fort que la vérité. Elle le regarda, scrutant son visage. « Tu penses que j'ai été cruel ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la fenêtre, où la lumière devenait dorée avec la fin de la matinée. « Non, dit-il finalement. Tu étais effrayée, et pas prête. Et, peut-être, refusais-tu d'accepter qu'une vie choisie pour toi soit différente d'une vie que tu as choisie toi-même. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la peur dans ses plus beaux atours. » Célestine expira lentement. « Je suis restée dans un village près de Vence, dit-elle. Sous un autre nom. J'ai trouvé un emploi dans une petite bibliothèque. Je nettoyais les sols, rangeais les livres, répondais aux questions sur les horaires de bus et empruntais des lunettes de lecture. C'était la première fois de ma vie que j'étais invisible. » « Était-ce solitaire ?» demanda doucement Poirot. « Oui, dit-elle après une pause. Mais c'était honnête. » Il se tourna alors vers elle. « Et maintenant, pourquoi revenir ? J'ai lu les journaux, les spéculations, les rumeurs. Je ne supportais pas que mon absence soit interprétée comme une tragédie ou un scandale. Je ne voulais pas devenir un mystère, monsieur. Je voulais seulement y échapper. » Poirot esquissa un léger sourire. « Et pourtant, nous voilà, dans le salon d'une grande maison, en train de résoudre ce que le monde pensait être une grande énigme. Et depuis le début, la solution était pourtant simple. » Elle baissa les yeux. « Tu crois qu'ils me pardonneront ? Ce n'est pas votre fardeau, mademoiselle. Le pardon ne doit jamais être demandé, seulement offert. » On frappa doucement à la porte. Yvette entra, l'air hésitant. Elle s'arrêta en voyant Célestine, puis se précipita et s'agenouilla devant elle. « Je suis désolée, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'aurais dû attendre. J'ai tout gâché. » Célestine lui prit les mains. « Non. Tu m'as donné le seul choix que j'ai jamais eu. Je t'en suis reconnaissante. Je te le serai toujours. » Poirot observa l'échange avec une satisfaction tranquille. « Je crois, dit-il doucement, qu'il est temps que le monde voie mademoiselle Montfaucon en vie et en bonne santé. Qu'il murmure s'il le faut, mais que la vérité éclate enfin. » Elle hocha la tête et sa colonne vertébrale se redressa légèrement. Sans défi, mais entière. Dehors, dans le couloir, Poirot croisa Brangouin en sortant. Le regard du jeune homme croisa le sien, et pendant un instant, ils restèrent sans parler. Puis Brangouin dit doucement, « Elle n'a jamais été à moi. Pour lui Tepoda Lubras. L'amour ne devrait pas être quelque chose que l'on possède, seulement quelque chose que l'on offre. » Il s'avança dans la lumière du soleil, au-delà des portes du château Verlaine. La brume avait maintenant complètement disparu, la mer en contrebas scintillait d'un éclat presque provocateur. Son pas était léger. Sa moustache, impeccable. Derrière lui, la maison s'animait d'un renouveau silencieux. Il sourit. Ce n'était pas toujours le meurtre qui exigeait ces petites cellules grises. Parfois, c'était simplement le courage de voir les gens tels qu'ils sont vraiment et de les laisser vivre librement. Poirot ne partit pas immédiatement. Bien que le mystère se soit résolu sans cadavre et que le voile se soit révélé symbolique plutôt qu'enveloppant, quelque chose en lui le pressait d'effectuer un dernier tour silencieux du domaine avant de quitter le château Verlaine. Les mystères, même résolus, laissaient souvent des traces, des fragments de douleur, des émotions à moitié apaisées, des tensions subtiles qui subsistaient après la révélation des faits. Il avait appris, au fil des décennies d'observation, que la fin d'une enquête ne signifiait pas nécessairement la fin de ses conséquences. Il marcha lentement le long du chemin de gravier qui longeait les oliviers, passant devant l'endroit où le voile avait été retrouvé et devant la fenêtre au-dessus de laquelle il était suspendu, muet et accusateur. La mer était calme maintenant, bleue et limpide. La sérénité trompeuse de l'eau qui avait autrefois menacé d'engloutir une mariée. Des pas derrière lui le firent se retourner. C'était Charles Durant, les mains dans les poches, une cigarette au coin de la bouche, non allumée. « Je suppose que c'est le moment où tu me dis que j'avais tort, » dit Durant, sa voix plus basse que d'habitude. Poirot l'observa un instant. « Vous êtes-vous trompé, monsieur ?
Cela dépend de ce que vous pensiez faire. Je pensais protéger mon ami. Oui, répondit Poirot, en essayant de lui voler la vérité. Durn expira, press common super. Il aurait été détruit. Tu ne l'as pas vu ce jour-là. Pâle comme un parchemin. Comme si quelque chose en lui se brisait déjà, et c'était avant même qu'il ne sache qu'elle était partie. Vous oubliez, monsieur, que je l'ai vu. Plus tard, oui, mais j'ai déjà vu ce regard. Chez des hommes qui ont perdu des batailles, des épouses, des fortunes. Mais jamais chez quelqu'un à qui la femme qu'il aimait avait dit la vérité. Durant Eterna, le regard. Elle aurait dû le lui dire elle-même. Elle en avait l'intention. C'était le but de la lettre qu'elle a laissée, jusqu'à ce que vous la remplaciez. Durant Franca, less sourcils. Tu en es sûr? La voix de Poirot se fit plus douce. Oui, la fausse note manquait d'émotion, de style. Vous la connaissiez trop peu pour l'imiter de manière convaincante. Mais quelqu'un qui craignait les conséquences, est intervenu, et a tout fait disparaître. Durand laissa tomber sa cigarette et l'écrasa sous son talon. Je pensais que ça nous ferait gagner du temps. Que peut-être qu'elle reviendrait et nous expliquerait tout elle-même, une fois la poussière retombée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle disparaisse complètement, ou qu'elle devienne le fantôme de son propre mariage. Poirot resta silencieux un instant, laissant le silence s'installer. Puis il reprit la parole, plus doucement. Vous avez créé un crime là où il n'y en avait pas. Le monde a cru à sa tragédie parce que vous l'avez construite avec tant de soin. Même l'encre, si dramatique, si indélébile. Vous vouliez écrire une histoire à laquelle les autres croiraient. Le visage de Durand s'empourpra. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Non, acquiesça Poirot. Vous vouliez jouer un rôle. Mais ce faisant, monsieur, vous avez choisi un rôle dangereux, celui d'auteur du destin d'autrui. Durand se retourna et commença à s'éloigner, puis hésita et demanda sans se retourner. Tu penses qu'il me pardonnera un jour? Poirot ne répondit pas immédiatement. Cela, dit-il enfin, dépendra de sa capacité à privilégier l'honnêteté à la loyauté. Pour certains, les deux sont différents. Durand hocha la tête une fois et disparut sur le chemin de gravier. Poirot reprit sa promenade, passant devant la chapelle où l'orgue s'était tu avant même que la première note ne soit jouée, devant l'endroit sur la terrasse où Madame Van Rensselaer avait murmuré secret et scandale, devant les ifs qui avaient caché le médaillon abandonné dans les broussailles. Chaque recoin du domaine portait une petite trace du jour disparu. De retour à l'intérieur, Madame Montfaucon avait commencé à procéder à des changements. Sa femme de chambre avait discrètement retiré les décorations de mariage. Les arches florales avaient été démontées avec la même précision qu'elles avaient été érigées. La harpiste engagée pour la réception était revenue, payée, puis partie. La liste des invités était close. Le silence de la maison résonnait désormais du rétablissement, non du deuil. Célestine resta au château pour la nuit, à la demande discrète de Poirot. Ce n'était pas à lui de lui demander de confronter sa famille ni d'expliquer ses raisons à chaque invité qui en avait tiré des conclusions. Mais une seule apparition au dîner modeste, impromptue et digne, rétablirait une vérité que la rumeur avait si bien effacée. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, il y eut un moment de respiration partagée entre le personnel et les invités. Mais elle ne broncha pas. Elle s'assit à côté de sa tante, remercia la cuisinière et demanda une tasse de bouillon. Rien de théâtral, juste de la présence. Et cela, Poirot le savait, suffisait. C'est après le repas, dans une alcôve tranquille près de l'escalier, qu'Alan Brangouin s'approcha de lui une dernière fois. « J'ai réfléchi, » dit-il, les mains dans les poches, à voix basse. Pendant tout ce temps, j'ai écrit des poèmes sur la liberté, sur le désir, sur l'amour. Et maintenant, je me rends compte que je n'en comprends aucun. Poirot sourit gentiment. Ah, mais c'est là qu'on commence à bien écrire, monsieur. Quand on découvre les limites de la métaphore. Brangouin rit doucement, puis secoua la tête. Tu crois que je l'ai laissé tomber? Le regard de Poirot s'adoucit. Non, je crois que tu l'aimais comme tu le savais. Et elle t'aimait suffisamment pour envisager cet avenir. Mais pas assez pour le vivre. Brangouin hocha lentement la tête. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Alors que le jeune homme se retournait pour partir, Poirot ajouta. Monsieur, écrivez quelque chose de vrai. Ni romantique, ni intelligent. Quelque chose de vrai. Cela vous fera plus de bien que tous les sonnets du monde. De nouveau seul, Poirot monta l'escalier pour faire ses bagages. Le dernier matin, une calèche l'emmènerait à Nice,
et de là, vers une affaire qui l'attendait déjà à Trieste. Il s'arrêta près de la fenêtre du couloir des invités, jetant un dernier coup d'œil sur les pelouses sombres en contrebas. Il avait résolu de nombreux crimes. Meurtre, vol, trahison. Mais parfois, le dénouement le plus délicat était celui d'une vie interrompue, non par la violence, mais par des attentes déguisées en amour. Et cela aussi exigeait de la concentration. Avant de fermer sa valise, il plaça un seul objet dans sa poche intérieure, un morceau du voile, récupéré dans la poussière de la suite nuptiale et plié soigneusement, sans tache. Pas comme un trophée, mais pour rappel. Même les illusions, lorsqu'elles sont traitées avec douceur, peuvent révéler la vérité. Le lendemain matin, l'aube était fraîche et dorée, les derniers vents de Mistral ayant balayé le ciel pendant la nuit. Poirot, déjà vêtu d'un costume de voyage gris tourterelle, les gants soigneusement pliés dans une main, descendit l'escalier principal du château Verlaine avec la dignité tranquille d'un homme convaincu que la fin ne devait être ni précipitée, ni prolongée. La maisonnée commençait à s'agiter autour de lui. Un tintement de porcelaine provenait de la salle à manger, et quelque part au loin, une radio jouait faiblement, une valse élégante et tranquille. Une musique appropriée pour un lieu qui commençait à peine à retrouver son rythme après les perturbations d'une tragédie. Léonie l'accueillit dans le hall avec un plateau rempli de lettres fraîches. L'une d'elles lui était adressée avec une écriture soignée. Il la prit d'un hochement de tête et ne l'ouvrit qu'une fois sorti sur la véranda, d'où le jardin surplombait le bleu infini de la Méditerranée. La lettre était courte. « Monsieur Poirot, j'aurais aimé vous remercier avant votre départ, mais j'ai eu peur de me laisser aller à l'émotion. Votre gentillesse, votre clarté et votre refus d'accepter des mensonges commodes m'ont apporté quelque chose que je n'aurais jamais espéré retrouver, moi-même. Je n'oublierai pas ce que tu m'as appris. La vérité, aussi délicate soit-elle, ne doit pas être étouffée. J'avance maintenant, non pas vers Julien, ni vers Alan, ni même vers la rébellion, mais vers une vie que j'ai moi-même façonnée. Avec une sincère gratitude. Célestine ***. Poirot plia la lettre et la glissa soigneusement dans la poche intérieure de son manteau, près du morceau de voile. Il ne sourit pas, mais le léger pli au coin de ses yeux s'accentua. Son ton avait changé. Elle ne ressemblait plus à quelqu'un cherchant à disparaître, ni à quelqu'un cherchant à se faire pardonner. Cette distinction comptait. Sa voiture l'attendait déjà, au bord du rond-point. Le conducteur, un niçois silencieux et respectueux, hocha la tête à l'approche de Poirot. Mais avant qu'il puisse monter à bord, des pas derrière lui le firent s'arrêter une fois de plus. C'était Yvette. Elle était essoufflée, non pas à cause de l'effort, mais à cause de l'urgence. « Monsieur Poirot, avant de partir, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. » Son expression ne changea pas, mais il retarda son départ d'un geste courtois. « Montrez la voie, mademoiselle. » Elle le conduisit non pas vers la suite nuptiale, ni vers le salon, mais vers un étroit couloir au niveau des domestiques, une partie de la maison où les invités entraient rarement. Les murs étaient simples, le sol inégal. Elle ouvrit un petit placard de rangement niché dans un angle du couloir. À l'intérieur, sous de vieux draps et des bougeoirs en argent terni, se trouvait une vitrine verrouillée. Elle se tourna vers lui. « Après tout ce qui s'est passé, je me suis souvenu que la clé avait disparu. Je l'ai retrouvée hier, derrière un carreau détaché dans l'arrière-cuisine. Je crois que personne ne l'a ouverte depuis des années. » Poirot s'accroupit et examina la boîte. Elle ne portait aucune initiale, mais il reconnut le savoir-faire d'un maroquinier parisien souvent sollicité par la famille Montfaucon. Il en sortit un gant et tourna doucement la clé. À l'intérieur se trouvaient des liasses de lettres, nouées d'un ruban bleu usé. Celle du dessus exhalait un léger parfum, désormais fané, mais familier, lavande et myrrhe. Poirot jeta un coup d'œil à Yvette, qui détourna poliment le regard en dépliant la première feuille. C'était de la mère de Célestine. Pas une seule lettre, mais un trésor. Des dizaines de correspondances écrites dans les années précédant sa mort, dont Madame Montfaucon n'a jamais parlé, et certainement jamais montré à Célestine. Le ton était affectueux, vulnérable. Elles évoquaient des regrets, des choses cachées par convenance ou une jeunesse passée à Paris, une liaison passionnée avec un violoniste et une fille élevée sous un autre nom jusqu'à ce qu'un mariage respectable soit arrangé. Poirot prit une inspiration. C'étaient les lettres que Madame Montfaucon avait cachées. Non seulement pour contrôler Célestine, mais aussi pour protéger le nom de famille d'une vérité trop ancienne pour être affrontée. Célestine s'était toujours crue née dans la certitude, dans l'héritage.
Mais ses origines même avaient été faites de secrets et de désirs. La ressemblance avec sa propre histoire était désormais douloureusement évidente. Il a fermé l'affaire lentement. « Tu as bien fait de m'apporter ça, dit-il. On ne le montrera pas sans précaution. » Yvette hocha la tête. Je pensais qu'elle méritait de savoir tout. Poirot s'y redressa. Elle le fera, mais quand elle le voudra. Il rapporta lui-même la mallette à la maison principale. Avant de partir, il demanda à Léonie de la remettre directement à Madame Montfaucon, accompagnée d'un mot qui disait simplement « Une vérité longtemps enfouie est toujours la racine du présent. Laissez-le pousser dans la lumière cette fois. » Sa voiture quitta le château juste au moment où la cloche de l'église du village sonnait 10 heures. Il s'adossa contre son siège, les collines de Provence défilant devant ses vitres comme les contours d'un rêve qui s'évanouit. Il ne s'était pas endormi pendant le voyage, ni ne s'était distrait avec les journaux. Il laissait ses pensées se poser naturellement, comme une lente chute de neige. Cette affaire n'avait exigé ni précision médico-légale, ni courage physique. Elle avait exigé quelque chose de plus subtil. Patience, empathie et surtout, la capacité de regarder là où d'autres refusaient. Non pas le voile, mais l'anxe. Non pas la fenêtre, mais le pas devant elle. Non pas la disparition, mais le silence qui la suivit. Et dans ce silence, il avait entendu la vérité. Il enverrait également une lettre à Julien Serre. Une courte, simplement pour lui dire que Célestine était rentrée saine et sauve, et que son choix de le contacter ou non appartiendrait à elle, et à personne d'autre. Et c'était là, pensait Poirot, le cœur de tout. Choix, si rarement donné. Si souvent déguisé en devoir. Et si facilement perdu lorsque d'autres décident pour vous. La voiture tourna au coin d'une rue et le château Verlaine disparut derrière une rangée de cyprès. Il se souviendrait de ce lieu, non pas comme d'un lieu de crime, mais comme d'un théâtre de transformation. Un mariage qui ne s'est pas terminé par des vœux. Mais cela a commencé, au contraire, dans la vérité. Le train de Nice à Trieste roulait vers l'est sous un léger voile de nuages, traversant les crêtes verdoyantes et escarpées de la Ligurie avant de s'enfoncer dans les terres, vers le bleu paisible du lac de Garde. Dans son compartiment privé, Hercule Poirot était assis, comme toujours, ses gants soigneusement rangés à côté de lui, un mince carnet posé sur ses genoux. Il n'écrivait pas dedans, mais contemplait les pages fermées, pensif. Bien que l'affaire du château Verlaine fût derrière lui, ses traces subsistaient. Il avait résolu les faits, certes, mais les émotions, les choix faits dans la pénombre, les vies façonnées par le silence, tout restait suspendu dans son esprit comme des particules dans une eau calme. Il n'y avait pas eu de crime, du moins au sens conventionnel du terme. Pourtant, des vies avaient été déformées par la peur, le secret et une loyauté mal avisée. Et tout cela, pensait Poirot, pouvait être aussi dommageable que n'importe quel instrument contondant. Les lettres retrouvées dans la mallette verrouillée complétaient le portrait de la vie de Célestine que personne, et encore moins la jeune femme, n'avait pleinement perçu. Elles révélaient que sa mère avait autrefois aimé librement, au prix de grands sacrifices, et avait été réduite au silence par ceux qui pensaient savoir mieux. L'histoire, comme souvent, avait menacé de se répéter jusqu'à ce que Célestine en décide autrement. Poirot avait appris que Madame Montfaucon avait lu les lettres plus tard dans la journée. Aucune explosion dramatique n'avait suivi. Pas de larmes, pas de scandale. Seulement un retrait silencieux dans son bureau, où elle resta seule jusqu'au soir. Quels mots avaient échangé ensuite entre tante et nièce? Poirot l'ignorait, et il n'en avait pas besoin. Certaines vérités n'exigeaient pas son intervention. Il suffisait de les laisser s'épanouir. Ses pensées furent interrompues lorsque le train ralentit légèrement, entrant dans une vallée saupoudrée d'une brume estivale précoce. Poirot ajusta ses menottes et laissa son esprit dériver, non pas vers l'avant, mais brièvement vers l'arrière, vers une ultime conversation, celle qui avait eu lieu juste avant son départ du domaine. Célestine l'avait trouvé dans la cour alors qu'il inspectait ses bagages. Son visage était calme, sa démarche résolue. Elle l'avait remercié à nouveau, bien sûr, mais la suite lui était restée gravée dans la mémoire. « Je ne suis pas encore sûr de savoir qui je suis », avait-elle dit. « Tout ce qui s'est passé avant me semble joué. Même ma rébellion. Mais pour la première fois, je ne me sens plus observé. C'est déjà ça, non ?» Il avait répondu, « Mademoiselle, l'identité n'est pas quelque chose que l'on porte, c'est quelque chose que l'on découvre, lentement, comme un littoral émergeant de la brume. Laissez-la venir à vous en son temps. » Puis elle avait souri. Un vrai sourire.
Non plus un geste pour plaire ou rassurer, mais une véritable reconnaissance. D'elle-même, de la liberté, et de lui. Alors que le train ronronnait, Poirot ouvrit enfin son carnet et y nota une seule note. Pas de nom, pas de date, juste une phrase. Parfois, les plus grands mystères ne sont pas ceux du meurtre, mais ceux de soi-même. Il a fermé le livre. Dehors, les villages défilaient dans un flou, les enfants saluaient depuis les passages piétons, et les vignes descendaient vers le lointain miroitement de l'eau. Le monde continuait son cours, ignorant la révolution silencieuse qui s'était opérée dans les salons et les couloirs du château Verlaine. Poirot tendit la main vers sa tasse de thé, satisfait. Aucun criminel n'avait été menotté, aucun drame judiciaire n'avait eu lieu, mais la justice, dans sa forme la plus authentique, avait été rendue, non pas en guise de châtiment, mais en guise de réparation. Une vie avait été rendue à son propriétaire légitime. La vérité avait été exhumée des couches de mensonges et de silence. Et ce faisant, un événement rare s'était produit. Une disparition avait laissé place non pas au chagrin, mais à la possibilité. Alors que le train prenait de la vitesse, Poirot se rassit dans son siège, les commissures de ses lèvres se relevant légèrement. Le monde pourrait l'appeler l'affaire de l'encre sur le voile de la mariée, avec des murmures et des spéculations remplissant les espaces où la certitude ne pouvait pas. Mais pour Poirot, le titre était plus simple, plus personnel. C'était le cas d'une jeune femme qui refusait qu'on écrive pour elle. Et c'est là qu'il a trouvé sa plus belle conclusion. Les dernières lettres arrivèrent à l'appartement londonien de Poirot près de 2 semaines après son retour de Trieste. Livrées dans une simple enveloppe couleur crème, l'écriture au recto était aussi élégante et sobre que celle de la femme qui l'avait écrite. « Monsieur Poirot, tu as dit que je retrouverais mon littoral à temps. J'ai commencé à parcourir ses bords. Après une conversation tranquille avec madame, non, avec ma tante Camille, nous avons convenu de nous parler franchement pour la première fois. Elle m'a montré les lettres que je n'étais pas censé lire. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait ni colère ni confrontation théâtrale. Juste une reconnaissance commune. Le silence ne nous a servi à rien, ni à l'une ni à l'autre. J'ai loué une chambre à Aix. Simple, avec du carrelage écaillé et des oiseaux qui chantent. Chaque matin, je commence à lire à voix haute une lettre de ma mère. J'apprends à l'aimer non pas comme un mystère, mais comme une femme. Quant à Alan, il a écrit un poème. Il n'était ni amer ni plein d'adoration. Il était plein de gentillesse. Nous nous sommes dit au revoir autour d'un café. Nous ne nous reverrons plus, je crois. Et Julien, il attend. Je ne le lui demande pas. Mais il attend. C'est aussi son choix. Le voile n'a jamais été réparé. J'ai choisi de conserver l'encre. Un rappel que toute imperfection n'est pas un défaut. Certaines font simplement partie de l'histoire. Avec la plus profonde gratitude. Célestine Asterisk. Poirot était assis dans son fauteuil, le soleil matinal filtrait par la fenêtre, éclairant le tapis à motif à ses pieds. La lettre, soigneusement repliée, reposait à côté de sa tisane intacte. Pendant un long moment, il laissa le silence de son appartement s'installer autour de lui. L'affaire avait commencé comme un casse-tête d'optique. Un voile taché, une mariée disparue, une note griffonnée à la hâte. Chaque élément laissait présager quelque chose de dramatique, peut-être criminel. Mais, comme il avait toujours su, les cœurs humains sont plus complexes que des poignards ou des poisons. Des gens disparaissent dans des salles pleines. Les motivations se cachent dans des ombres qui ne laissent aucune empreinte. Il repassa tout cela dans son esprit une dernière fois. La séquence de vérité cachée sous la mise en scène théâtrale trompeuse. La disparition de Célestine n'avait été ni un acte de lâcheté ni de cruauté, mais un acte de reconquête. Sa décision avait été planifiée, son évasion précise, jusqu'à ce que Charles Durand, persuadé de servir l'amitié, intervienne. En tentant de protéger Alan, il avait failli enterrer sous un mensonge la femme qu'ils prétendaient tous deux protéger. Et pourtant, Durand n'avait pas agi par malveillance. Son crime était celui de la peur, d'une loyauté transformée en intrusion. Madame Montfaucon avait été la gardienne de plus qu'une fortune. Elle avait gardé le silence pendant des générations. Les lettres qu'elle cachait n'étaient pas de simples souvenirs, elles étaient la clé de l'identité de Célestine. Son contrôle, comme la tromperie de Durand, n'avait pas été exercé par cruauté, mais par la croyance erronée que l'amour façonne la vie d'autrui. Mais finalement, le médaillon revint. Le voile, taché d'encre et intact, n'avait pas été lavé. La mariée avait disparu non pas dans l'oubli, mais dans l'autonomie. Et c'était, pensait Poirot, la résolution la plus rare.
Cette fois, pas de grand rassemblement de suspects dans un salon. Pas de révélations en boucle. Seulement des conversations acerbes, personnelles, d'une honnêteté dévastatrice. Et ceux-ci, lorsqu'ils sont placés avec précision, résolvent bien plus de problèmes que n'importe quelle empreinte ou alibi. Il reprit la lettre, son pouce reposant doucement contre le pli. Puis il se leva, ajusta ses menottes et s'approcha de la fenêtre, observant la rue calme en contrebas. Un vendeur de journaux criait les gros titres au coin de la rue. Un chien aboya 2 fois, puis se tut. Une femme en verre traversa la place, un colis sous le bras. La vie, comme toujours, continuait. Mais quelque chose dans le monde avait changé. Subtlement, discretement. Le voile n'avait pas été déchiré, seulement marqué. Et dans cette marque, la vérité. Poirot s'autorisa un petit signe de tête approbateur. L'affaire était close.